Bonjour, voilà, je vais me présenter, mais mon prénom en fait n'a pas vraiment d'importance. Que je m'appelle Delphine, Dominique, Patricia, Christophe, François, ça n'a aucun intérêt en fait en soi. L'intérêt c'est que je suis une vie parmi les milliers que Jean-Paul, grâce à l'EDVO, a sauvé. Ça c'est important. Et que j'ai 50 ans, ça aussi, ça semble important, parce que ça veut dire qu'il est jamais trop tard. Voilà, ce sont vraiment comme ça que je pourrais me présenter. Et puis après, sur un point de vue personnel, aujourd'hui que je me reconstruis, que j'ai retrouvé une vie professionnelle, sociale et autres, mon entourage ne connaît pas mon parcours et je ne souhaite pas, je ne veux pas que les gens apprennent enfin, mon passé de toxico, d'alcoolique et autres. Je travaille avec des ados et je suis respecté, respectable, et puis j'entends bien les retours des professionnels avec lesquels je travaille, qui sont séduits et enchantés de mon travail. Je suis pas sûr qu'il en serait de même si, enfin voilà, si ça prenait mon passé, la vie que j'ai pu avoir, ce que j'ai pu être pour de la conso, et donc voilà, ça n'a aucun intérêt. Je n'oublie pas qui je suis, d'où je viens, parce que c'est ce qui me permet de pas y retourner. Voilà, donc j'ai eu un parcours de toxicomane, d'alcoolique, de euh, polydépendante, on va dire des choses comme ça. J'ai touché à tous les produits très tôt, très vite, en grosse quantité. Et régulièrement, j'en ai changé un par un autre quand je les prenais pas tous en même temps. Donc voilà, j'ai toujours cherché depuis très jeune à anesthésier un espèce de mal-être et à remplir un gouffre béant affectif qui me faisait énormément souffrir. Et lorsque j'ai commencé à découvrir les effets de la drogue et de l'alcool, juste les effets, hein, parce que le boire ou prendre de la drogue, c'était compliqué, je détestais ça. C'était vraiment les effets que je recherchais. Mais voilà, c'était un soulagement quand j'étais anesthésié par tous ces produits-là. C'était ouais, c'était un soulagement. Je colmatais les plaies. Ça me servait de pansement. Donc très tôt, j'ai consommé, moi, à partir de 13-14 ans. Hein. Je suis issu d'une famille aisée. Mes parents ne consommaient pas d'alcool. On avait... enfin voilà. Je ne vais pas m'étaler non plus sur ma famille parce que ça leur appartient, sont mes parents, mes frères, mon frère, ma soeur. Je vais juste parler de moi et de ma consommation. Donc je me suis retrouvé très vite à me recréer une famille dans la rue, auprès de voyous, auprès de dealers, auprès de gens que je considérais être de mon niveau. Mes parents étant d'une classe sociale, faisant partie des notables, entre guillemets, j'ai rejeté ce milieu-là très vite, très tôt. Ça ne me correspondait pas. Donc voilà, moi je me retrouvais voilà, dans les voyous, dans les dealers, dans les gens qui étaient en perpétuelle rébellion. Et puis toujours avec ce mal-être, hein. Donc c'était une façon qu'on avait de maladroite, certes, mais de l'exprimer. Donc j'ai commencé très tôt, 13-14 ans à consommer, et ça n'a pas cessé pendant 35 ans. Mais très vite également, j'ai bien vu que j'avais un gros problème et que je ne maîtrisais rien, que je ne maîtrisais absolument pas ma consommation, que je perdais la maîtrise complète de ma vie, euh, que seule la conso et trouver de l'argent et seule la conso me préoccupait. Je n'avais que ça, la consommation était une seconde peau. Alors, consommer de façon festive, ça a été vraiment
très peu au début. Mais comme je consommais excessivement tout de suite, le manque est venu aussi très rapidement. Donc ensuite, c'est le besoin de consommer qui a pris le pouvoir de ma vie. Et pour consommer, pour pouvoir trouver de la consommation, il fallait trouver de l'argent. Et, et là, dans cette lutte-là, dans ce combat de trouver de l'argent et de la consommation, j'étais sans limite, sans foi ni loi. J'ai banni toutes mes valeurs. Je n'avais, j'étais vraiment sans foi ni loi. Seul m'importait d'avoir à la finale de la consommation, peu importe les moyens. Donc ça, je suis passé par le trafic, les vols, les braquages, la prostitution, les arnaques, le parcours vraiment glauque, un parcours d'une tristesse, d'une toxico. Donc avec naturellement la rue, les gardes à vue, les hôpitaux psychiatriques, les sevrages. Je crois que j'ai dû faire une trentaine de sevrages et autant de postes purs derrière. Parce que depuis très très longtemps, très vite, j'ai vu que je perdais la maîtrise de ma vie, que je ne savais pas consommer. Donc très vite, moi j'ai commencé à faire des sevrages. Mais voilà, ça fonctionnait le temps que j'étais hospitalisé, et dès que je sortais, dès que je me retrouvais seul en fait, hein, seul, bah, tout ce que j'avais fait pendant le sevrage, toutes mes bonnes, tous les projets que j'avais mis en place pendant le sevrage, tout ça, ça tombait en morceaux dès que je me retrouvais dehors. Donc j'ai eu aussi des bons jobs, des appartements, j'ai eu beaucoup de choses, mais j'ai tout perdu dans la consommation. Tout perdu. Euh, j'ai un garçon aujourd'hui qui a 26 ans, son père était un homme que j'ai aimé énormément, on s'était fiancés, on devait se marier, mais là encore, même notre couple, je l'ai foutu en l'air à cause de la consommation. Cette consommation a pourri toute ma vie, tout ce que j'ai tenté de construire, à chaque fois, à un moment ou à un autre, ça s'est cassé la gueule, parce que la consommation prenait le dessus. Soit je consommais trop, soit j'étais en manque, j'ai perdu mon travail, tous les travails que j'ai pu avoir, des bons jobs. J'ai bossé à l'Assemblée nationale comme assistante parlementaire, j'ai bossé comme secrétaire de direction, comme assistante commerciale. J'ai vraiment eu des bons jobs, je les ai tous perdus à cause de la consommation. Soit j'étais en manque et je venais pas travailler, soit j'étais sur mon lieu de travail complètement défoncé et c'était complètement invivable, quoi. Donc enfin, voilà, j'ai passé ma vie à essayer des choses et à laisser tomber derrière. Je n'ai rien mené à bout. Donc voilà, la consommation pendant 35 ans a été mon quotidien. Les 10 dernières années, plus compliqué que les années précédentes, parce que c'était vraiment... j'étais avec un garçon qui m'a vraiment malmené, qui me frappait, qui était d'une violence inouïe, mais je suis resté. Je suis resté chez lui malgré les coups que je prenais, malgré les insultes, malgré... mais j'étais sous son emprise. En fait, j'étais tellement en perdition, je n'étais tellement plus rien, que je trouvais peut-être même ça normal. En fait, tout ce qui m'arrivait, rien ne m'a choqué. Rien ne m'a choqué dans mon parcours de consommation. C'est quand je me raconte, et quand les gens viennent, quand je vois que les gens sont tristes, sont touchés, sont affectés par le récit de ma vie, que je me dis, ouais, quand même, il n'y avait rien de normal, quoi. Et je croyais, j'ai tellement été habitué à tout encaisser, que à chaque fois ça montait d'un grade en puissance, et mais j'ai trouvé toujours ça normal. Rien ne me perturbait. Je pense que c'est le plus triste. Je crois que seule la mort aurait pu m'arrêter.
Ouais, donc ces 10 dernières années, avec ce garçon-là, qui était complètement, lui aussi consommé, hein, lui aussi consommé, mais me reprochait, voilà, il me reprochait tous les maux de la terre, tout était de ma faute, enfin bref. Donc je vais pas m'étaler avec lui, mais voilà, à la fin de ma conso, je l'ai fini dans cet appartement à me faire taper dessus, et ensuite, et seul, quoi, éloigné de ma famille, parce que, enfin voilà, éloigné de ma famille, seul, dans une solitude, dans une tristesse, un désespoir, bah, qui ont fait que je me suis retrouvé un jour sur le quai du métro à me dire je peux plus quoi, j'en peux plus. Et à vouloir me jeter, je me disais bon, allez, le prochain métro, je me jette dessus, je me jette, et en fait, heureusement, j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu le courage de me foutre en l'air, mais ça a été vraiment ce jour-là, j'en pouvais vraiment plus quoi. Je ne voyais pas, j'étais fatigué de consommer, fatigué de tous ces sevrages que j'avais fait, de toute cette envie que j'avais d'arrêter de consommer, mais de cette impuissance qui faisait que je n'arrivais pas. À chaque fois, je recommençais à consommer, et à chaque fois, je décevais tout le monde, et à chaque fois, je me décevais la première, et à chaque fois, je retombais plus bas, plus bas, plus bas, et je reconsommais de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et j'ai fini seul, seul, seul. Donc j'ai fait un sevrage, un énième sevrage, et puis lors de ce sevrage, j'ai rencontré des messagers, donc des jeunes dépendants qui venaient partager leur expérience d'abstinent, de dépendant abstinent. Et à partir de là, j'étais en admiration. J'ai vu des gens venir me raconter, je les écoutais raconter leur vie. J'avais l'impression qu'ils racontaient la mienne, et je les trouvais beaux. Ils consommaient plus et ils étaient heureux. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Jamais on m'avait dit, vous savez, vous pouvez vivre abstinente de tout, mais surtout heureuse. Moi, chaque fois que j'étais à l'hosto, en sevrage ou en psychiatrie, on me disait, vous, c'est fini, hein. Plus jamais vous pourrez boire quoi que ce soit, mais c'était une sanction, c'était une punition. Donc, ça n'avait, enfin voilà, donc je reconsommais tout de suite, hein. Que là, ça avait de l'attrait, je voyais ces gens qui avaient souffert de la même chose que moi, mais qui s'en sortaient et qui étaient heureux sans consommer, et ils arrivaient à vivre et à se reconstruire. Donc j'ai dit, ils ont ça, je veux ça et je l'aurai. Et à partir de là, j'ai enchaîné le processus de rétablissement. Donc j'ai fini le sevrage, ensuite je suis allé à Bussy, au centre APT, que, pareil, qui est tenu par des ex-toxicos, et pendant 3 mois, c'est un travail d'introspection sur ses consommations et les conséquences de nos consommations, sur le déni qui entoure cette maladie. Et puis voilà, cette maladie, j'ai appris que c'était une maladie, que je n'étais pas, contrairement à ce qu'on avait pu me répéter depuis que j'étais môme, le diable incarné ou la folie incarnée, parce que oui, hein, très souvent je me disais, mais je deviens folle. Voilà, là on me disait, non, t'as une maladie. Et à partir de là, j'ai entendu, tu n'es pas responsable de ta maladie, mais tu es responsable de ce que tu en fais, à savoir si tu te rétablis ou pas. Et j'ai eu envie de me rétablir, donc j'ai suivi, j'ai fait ce qu'on m'a dit au centre apte pendant les 3 mois. Ensuite, on m'a conseillé d'aller à l'EDVO, de continuer le parcours, parce qu'à Bussy, on sème quelques graines. À l'EDVO, on commence à les mettre en action et à les faire pousser. Et une année à l'EDVO, c'était rien par rapport aux 35 années que j'ai passées à consommer et qui étaient construites sur des sables mouvants. Je n'avais rien de structuré. J'avais construit ma vie sur de la consommation. Donc rien de sécure, rien de concret, quoi. Et là, j'avais la possibilité, et c'est tout ce que m'a offert le DVO, c'est tout ça. C'est
c'est tellement énorme tout ce que j'ai pu redécouvrir à l'EDVO que je pourrais en parler pendant des heures. Je suis arrivé, j'étais à l'état animal. Je sortais de 10 ans des mains d'un monstre, parce que ce garçon c'était un monstre. Je n'étais plus rien, anéanti par la consommation, et puis achevé par des agressions sexuelles et par les travers sexuels de mon ex. Donc je suis arrivé à l'état vraiment animal. À l'EDVO, je ne parlais plus à personne, je n'étais que colère, je n'étais que haine, je n'étais que rage. Je n'étais en fait que souffrance et tristesse. Et puis à l'EDVO, on vit à 25, 24 sur 24 ensemble. On partage tout. On a des groupes thérapeutiques, on mange ensemble, on vit ensemble sous le même toit. Et là, il se passe des moments magiques. C'est très fort, c'est très riche en émotions. Mais on recommence à se connecter avec nos émotions. Moi, j'ai recommencé, j'ai appris à laisser rentrer l'autre. J'ai appris à faire confiance à l'autre. Moi, l'autre n'était pas un être humain, hein. Il n'y avait pas d'être humain. L'autre n'était que ce qui me permettait d'avoir de la consommation. Ce n'était que ça. L'autre était un porte-monnaie ou de la consommation. Et là, l'autre devenait un être humain. Que j'allais apprendre à aimer, que j'allais apprendre à ce qu'il m'aime, à la respecter, j'allais réapprendre à me lever, à manger correctement, à me doucher, à m'habiller, à tout un tas de choses, toute une vie sociale, avec en plus naturellement tous les dossiers, les lourds dossiers, que ce soit sur un plan judiciaire, financier, familial, sur un plan de santé, je me suis retapé dans tous les domaines. Le TVO, cette année-là, m'a permis concrètement de me retaper sur tous ces domaines. Mais en plus, ça m'a permis de retrouver mes valeurs de respect, d'amour de l'autre, d'envie, d'espoir. J'ai retrouvé de l'espoir. Et à partir du moment où je suis rentré à l'EDVO, et que le DVO a été construit il y a 30 ans, il y a un groupe qui a été construit il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est toujours le même groupe. Bien sûr, les dépendants changent, mais c'est toujours cette même dynamique, c'est toujours ce même groupe. Ce qui fait que là, aujourd'hui, par exemple, je vais avoir 4 ans de clean, 4 ans d'abstinence de tout produit, plus un an sans tabac. Donc ça, même ça, c'est un miracle. Mais régulièrement, je suis en lien avec le DVO, régulièrement j'y vais, et ça change, le groupe change, mais peu importe, quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression qu'on se connaît tous. Parce qu'il y a une chose qui nous lie, c'est cette souffrance qu'on a tous vécue. Pourtant, on a tous des parcours différents. On vient tous de milieux différents. Mais on a cette même souffrance et cette même envie de vivre. Et le DVO, c'est une bouffée d'oxygène, une bouffée d'espoir, et ça nous amène la vie. Si je peux faire un parallèle avec les salles de shoot, qui à la finale n'apportent que de la mort. Le DVO apporte la vie. Les salles de shoot, c'est la mort. On vous donne le droit d'aller jouer avec votre vie, d'aller vous shooter entre quatre murs, reconnu et finalement à l'abri de tout. C'est-à-dire que je déteste cette hypocrisie. Je suis dans la rue avec mon paquet de cam, je suis en infraction, je franchis les portes de la salle de shoot, je suis protégé. Et je peux jouer à la roulette russe et avec n'importe quel shoot, mourir d'une overdose. Oui, on va venir, enfin. Et puis, enfin voilà, le toxico, il se défonce pas de 9h à 18h. Et puis, les salles de shoot entraînent tout ce qu'il y a à côté, la prostitution, les dealers, les vols, les braquages, enfin tout ce qui est glauque, tout ce qui va avec la toxicomanie. C'est un enfer pour les résidents. Je plains ces gens-là. Et c'est surtout une belle hypocrisie. Donc moi je préférais qu'avec tout l'argent qu'on investit dans les salles de shoot, on soit capable de faire de la prévention et qu'on ouvre des centres comme le DVO où on nous transmet la vie, l'espoir, l'abstinence, être capable, on nous transmet ce message-là. Vous pouvez vivre heureux sans consommer aucun produit. Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre. Dans les salles de shoot, on me dit pas ça. C'est la mort que j'ai. Bon, j'ai aucun avenir. Personne.
C'est vraiment, c'est une hypocrisie. Voilà, c'était une aparté sur le sac de shoot. Donc vraiment, je trouve, enfin, ça me déplaît. Je trouve que c'est un leurre et moi, en tant que toxico, je vois bien comment je peux détourner ce lieu et en faire un repère de brigands et non un centre de soins ou je ne sais quoi, de réduction de risque. Ouais, d'accord. Tout ça, je trouve, ce sont des belles paroles. Moi, toxico, j'en fais mon repère, donc avec mes dealers, et je détourne tout, je détourne. Voilà. Enfin, c'est pas intéressant que je m'étale là-dessus, mais je suis vraiment contre, et je trouve que c'est. Voilà, je me répète, mais à l'heure, une énorme hypocrisie et vraiment pas de chance pour les résidents qui vivent à côté des Sables Sud. Vraiment, je les plains. Je les plains eux, leurs enfants, et parce que c'est un spectacle qui est... mon Dieu, je plains ces pauvres riverains. Donc voilà, je vais revenir à l'EDVO et tout ce que m'a apporté l'EDVO, tout ce que j'ai appris, que j'avais des émotions. Parce que 35 ans que je consommais, ça fait 35 ans que je ressens plus rien, juste de la colère. Moi, je fonctionnais à la colère, je fonctionnais à la colère et à la rage. C'était que ça m'animait tellement. Donc j'ai découvert les émotions, j'ai découvert que je pouvais tout traverser, que j'ai appris à mettre des mots sur ce que je ressens, j'ai appris à mettre des mots sur ce qui me fait souffrir, j'ai appris à m'alléger la vie et surtout avec, en parallèle avec naturellement le programme des narcotiques anonymes, j'ai appris à aller en réunion, j'ai appris à l'EDVO, à m'exprimer, à mettre des mots sur des émotions que je ressens, et ensuite à prendre l'habitude de m'exprimer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vais dans les salles de narcotiques anonymes, parce que j'ai besoin de rester dans les salles de narcotiques anonymes, sinon je ne peux pas m'éloigner de ça. Donc je vais en réunion, je partage, je le fais sans problème parce que j'ai appris tout ça. Je me suis reconnecté avec la parole à l'EDVO. De même que la cuisine. La cuisine, chez moi, c'était un lieu que j'avais banni de mon vocabulaire. C'était un lieu qui signifiait la famille. Je ne pouvais pas remettre les pieds dans une cuisine. J'ai fait la paix avec la cuisine, avec la famille, pendant le TVO. Les liens que j'ai aujourd'hui avec mon fils et avec ma mère sont très forts. Et ça a été compliqué, mais pas tant que ça à remettre en place. Ça a été compliqué quand je consommais. À la fin, c'était compliqué. Mon fils ne répondait même plus au téléphone. Si c'était des appels, enfin, il avait toujours peur qu'on lui annonce que sa mère était morte. Enfin voilà, c'est d'une tristesse, c'est d'une tristesse. Et aujourd'hui, que ce soit mon fils, ma mère, ils sont très heureux. On a des liens qui sont très forts, qui sont sains. Euh, ils sont heureux parce que je suis vivante déjà, alors que je devrais être morte. Ça, c'est une certitude. Entre les overdoses que j'ai pu faire, les comas éthyliques, les tentatives de suicide, les folies dans lesquelles j'ai pu être, je suis toujours vivante. Ça relève du miracle. On est quand même tous des miraculés. Donc ils sont heureux de me voir heureuse comme ça, et puis ma vie va bien, quoi. Tout ce que j'ai appris à l'EDVO, j'ai appris à m'exprimer en laissant la place à l'autre. Ça peut paraître anodin, mais pour moi c'était une révolution, parce que j'avais toujours raison, et moi, en étant dans la consommation, je m'étais construit un monde, je n'étais qu'une victime. C'était la faute au monde entier si j'en étais là, j'étais une incomprise. Enfin, voilà, tout ce qui va avec la consommation, la dépression, la victimisation. Voilà, j'ai laissé tout ça de côté dès l'instant que j'ai arrêté de consommer. Et aujourd'hui, j'ai appris à prendre ma part dans des événements, dans mes faits et actes et paroles. Je suis capable de reconnaître mes torts. J'apprends, hein. Je travaille dessus, je travaille là-dessus. Je suis capable de venir m'excuser. Euh, j'ai retrouvé des valeurs que je croyais que j'avais bannies, que j'avais mises de côté pendant ma consommation. Et respecter l'autre,
Par exemple, être à l'écoute, ne pas avoir toujours raison, l'humilité, j'apprends et j'ai appris et je continue à apprendre tous les jours l'humilité et tout ça, tout ce que j'ai appris, eh ben, je le mets dans ma vie au quotidien. Et je me suis reconstruite, donc sur un plan déjà médical, j'ai subi une lourde intervention quand j'étais à l'EDVO et j'ai pu le faire parce que j'ai été entouré du groupe. Cette force, ce groupe, il y a un amour inconditionnel et une bienveillance chez chacun de nous. Bon, il y a beaucoup de maladresse, mais il y a cette bienveillance qui fait qu'on se porte tous les uns les autres, on n'est plus seul. Moi, à partir du moment où j'ai rencontré le DVO apte, d'abord parce que le groupe a commencé à se construire à apte, ensuite certains, à la fin du séjour, sont rentrés chez eux, d'autres sont allés à l'EDVO, d'autres à l'adage, mais ce groupe qui s'est formé à l'EDVO, mon groupe dans lequel j'étais, aujourd'hui, 3 ans après, j'ai toujours des liens forts avec ces gens-là, avec ces dépendants, sont devenus des copains, sont devenus des proches, on a partagé des choses, chacun sur nos vies, sur nos culpabilités, le travail qu'on a fourni, on a écrit sur nous beaucoup, on est allé prendre notre part sur tout ce qu'on avait fait comme tort, principalement à la famille, aux enfants, le mal que j'ai pu faire à mon fils, à mes parents, à moi. On travaille là-dessus tant qu'on est à Bussy, et ensuite à l'EDVO on développe et on va en profondeur et on travaille ça pendant les groupes thérapeutiques, ce sont des échanges et par le biais de l'identification, ça réveille des tas de choses chez tous. Et ça donne des groupes thérapeutiques qui sont d'une force, d'une surpuissance. Et ensuite, en aparté, avec 2 thérapeutes qui nous accompagnent du début de l'EDVO et encore aujourd'hui, j'en suis parti, mais je suis régulièrement à l'EDVO. Si j'ai un souci, je suis continuellement en lien avec Jean-Paul, avec Talou, avec Jean-Pierre, avec Charlotte, enfin avec l'équipe, quoi, Daniel, enfin tout le monde, c'est devenu ma famille. Et le travail que j'y fais là-bas, je continue à avoir des thérapeutes en ligne régulièrement. Et si j'ai un souci, je sais très bien que je peux aller, c'est pas je peux, c'est je vais les voir et je leur dis voilà, j'ai ça. Ils sont là, ils sont entrés dans ma vie, ils sont ma famille. C'est ma famille. Et puis on se comprend, il n'y a rien de mieux qu'un dépendant pour comprendre un autre dépendant. Moi, j'étais enceinte, enceinte de mon fils, je consommais, je buvais de l'alcool en cachette et je me shootais en cachette. Quand je dis ça, je me souviens avoir raconté ça à une assistante sociale qui me disait, oui, oui, je voyais bien, elle a fait preuve de beaucoup de bonne volonté pour me donner l'impression qu'elle me comprenait, mais j'ai bien vu qu'elle était choquée. Quand je suis à l'EDVO et que je partage ça avec d'autres dépendants, d'autres mères qui ont été enceintes, aucune ne va penser que j'aimais pas mon enfant ou que je me foutais de mon enfant. Non, elles savent de quoi je parle. Elles savent que quand je dis enceinte, c'était plus fort que moi, il fallait que je consomme. Elles savent que elles aussi, elles étaient enceintes, elles adoraient leurs enfants, mais malgré tout, elles consommaient. Parce que c'est l'impuissance même, cette maladie. La dépendance, c'est la maladie de l'impuissance et la maladie des émotions. Mais voilà, à l'EDVO, j'apprends qu'il existe des outils, que si je prends un téléphone, que si je partage tout de suite ce que je ressens, toutes les émotions dans lesquelles je suis, si je ne reste avec rien qui peut me pourrir la vie, je ne me mets pas en danger. Mais c'est un travail au quotidien. Mais voilà, je l'ai appris à l'EDVO et je le continue aujourd'hui auprès des salles dans Narcotique Anonyme et je l'applique dans mon travail et dans ma relation aux autres. Et c'est d'une richesse, que ce soit avec ma famille, avec les élèves avec lesquels je bosse ou avec mes amis qui ne sont pas du programme, ou des gens, des institutions. J'applique tout ça, le respect et la place de l'autre et tout ce que j'ai appris et c'est cadeau, quoi. Ça me permet d'avoir une belle vie aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de fort et tout ce que je construis, je l'entretiens. Je l'entretiens parce que je ne veux pas le perdre et que cette maladie, c'est aussi la maladie de l'oubli et que très vite, parce que tout va bien, je peux être amené à me dire, à oublier d'où je viens. Donc,
Voilà, c'est très important que je reste en lien avec le DVO et avec les salles. Et c'est pour ça que je fais ces messages pour le DVO. Je crois vraiment que cette année à le DVO a été une des plus belles années de ma vie, parce que c'est cette année, c'est en partant de cette année-là que j'ai pu que je peux avoir tout ce que j'ai aujourd'hui et ce que je vais continuer à développer et à obtenir davantage, que ce soit sur un plan concret avec mon travail, un appartement, je vis chez moi, j'ai un bel appartement, que je paye avec mon argent, avec ma paye, je paye mon loyer, je paye les choses aujourd'hui, je rembourse mes dettes, je suis plus dans un monde tous mes dus ou un monde d'assistanat. Non, je vais travailler, je touche mon salaire et je paye mes loyers. Je marche la tête droite, je ne fuis personne. Euh, j'ai retrouvé cette estime de moi, cette confiance en moi. Euh, alors il y a du travail encore, hein, parce que je suis arrivé complètement anéanti. On arrive anéanti sur les genoux, donc il y a du boulot pour retrouver une estime de soi, mais elle est là, elle tend à se développer et je la développe et elle me permet de croire en moi, de dépasser mes peurs et de me confronter de m'élever, de pas hésiter à me lancer. Et puis voilà, il y a Jean-Paul, il y a le groupe, l'équipe, tous ces gens-là qui nous tirent vers le haut. Moi, j'étais entouré de gens qui m'enterraient, qui me laissaient vers le bas. Là, je suis entouré de gens qui croient en moi. C'est une équipe à l'EDBO qui croit en moi, qui m'encourage dans les démarches que je peux faire. J'ai repassé mon bac il y a 2 ans parce que j'avais besoin du bac pour faire le boulot j'ai envie de faire maintenant avec les adolescents. Je suis allé passer mon bac. Je suis allé à la fac pendant 1 an et j'ai été reçu. J'ai eu mon bac avec mention. À 50 ans, un truc de fou, quoi, auquel j'aurais pas cru, mais Jean-Paul le premier m'a aidé, m'a soutenu, m'a encouragé, et toute l'équipe était là avec moi pour me dire, vas-y, vas-y, t'as envie, fais-le. Voilà, voilà la force de l'ETVO, c'est cet espoir, c'est cet amour qu'ils ont pour nous, c'est cette foi en nous, et puis voilà, et il faut que ça continue, quoi, parce que je crois que depuis que ça a été ouvert il y a 30 ans, ce sont des milliers de vies qui ont été sauvées, des familles qui se sont retrouvées, une sérénité qui se dégage de ce lieu. Je fais des messages pour ça. Le DVO a brûlé, comme Jean-Paul l'a dit. C'était une catastrophe hein, quand il y a eu l'incendie. Tout ça a été enfin, je vais parler pour moi parce on apprend à parler pour soi, on apprend à dire je. Mais, donc je vais dire, moi j'ai dit, j'ai perdu ma maison. C'était vraiment ce sentiment-là. J'ai mon appartement, j'ai tout, mais perdre le DVO, c'était ma maison, c'est ma maison le DVO. Donc on fait moi là, je fais partie de ceux aussi qui avec plaisir mettent leur vie un petit peu entre parenthèses quand il s'agit d'aller chercher des dons pour le DVO. Jean-Paul, il est là-dedans, c'est un combat de titan qui mène depuis des années pour essayer de récupérer des dons, c'est compliqué, on n'intéresse personne en fait, nous, puisque nous on prône l'abstinence totale, donc on peut pas être tellement soutenu, on n'intéresse personne, nous, hein. On a envie de vivre heureux, clean, sans rien, donc tout ce qui est le boom pharmaceutique, tout ce qui pourrait nous apporter quelque argent, on les intéresse pas, donc c'est difficile, hein. Donc on a une participation que l'on paye de notre poche, et puis quelques subventions, mais c'est très peu, donc Jean-Paul il passe son temps, c'est vraiment ça, c'est vraiment des combats de titans qui mènent pour que cette DVO perdure, quoi. Et ça va perdurer, et ça doit perdurer parce que c'est la vie qu'on nous offre, c'est de l'espoir, moi je serais morte sans le DVO. J'ai pas de mal à le dire, je serais morte parce que je serais retourné consommer.
Et j'ai 50 ans, je consomme sans aucune modération quand je consomme. Donc c'est obligé, mon corps à un moment m'aurait dit stop, aurait dit stop, on arrête là. Donc je serais morte. Sans le DVO, c'est ça, je serais morte. Et des milliers comme moi seraient morts s'il n'y avait pas le DVO. Parce que, parce que on ne savait pas vivre autrement que sans consommer. Pour nous, la vie, c'était consommer. Et moi, mes angoisses, c'était de me dire, mais quand je vais être vieille, avec mon déambulateur, comment je vais faire pour aller acheter ma cam? C'était ça. Jamais, à aucun moment, je n'imaginais que je pouvais vivre sans consommer. Je partais en sevrage en me disant, bon, je vais apprendre à gérer. Je vais aller me mettre un petit peu à l'abri, puis je vais apprendre à gérer. Là, le DVO me démontre pendant un an que si je fais le travail, si je m'investis, que j'ai une bonne volonté, que je suis honnête, parce que tout part de l'honnêteté. Si je suis honnête avec moi, avec ce que je ressens, avec ce que je vis, et donc forcément avec les autres, je ne risque rien. Et ça, c'est un cadeau. C'est le DVO nous apprend la vie, l'espoir et l'avenir. Et c'est merveilleux parce que moi j'ai 50 ans, mais il y en a qui sont plus jeunes et qui ont toute leur vie encore, et qui vont pouvoir se marier, avoir des enfants, et ce sont des vies sauvées, et c'est fabuleux, quoi. Voilà. Donc voilà la raison qui me pousse à de temps en temps mettre ma vie un petit peu de côté et aller faire des dons, des demandes de dons en racontant un petit peu mon parcours. Alors, et cette fois-ci, j'ai préféré vraiment faire un message sur tout ce que m'apporte le DVO, même encore aujourd'hui, hein, 4 ans après, 3 ans après, hein, plutôt que de vous raconter pendant une demi-heure mon parcours. Mon parcours, il a été d'une tristesse inouïe. J'ai laissé mon âme. J'ai vendu mon âme au diable, et j'ai vendu mon âme à la consommation. Rien ne m'arrêtait pour de la consommation. Euh, je me suis trouvé dans la rue, vivre sur un carton. Je trouvais ma journée belle lorsque je réussissais dans la journée à avoir un morceau de sucre et du pain, et un petit morceau de pain. Et je trouvais ma vie belle. Je me revois, je me dis, ma pauvre fille, mais tellement j'étais en perdition. Aujourd'hui, ma vie est belle. J'ai mon appartement, je suis clean, je suis vivante, j'ai des amis, je ne suis plus seule, j'ai des projets, j'ai retrouvé ma liberté de penser, ma liberté de décider, j'ai retrouvé ma tête, mon esprit, ma joie de vivre. Dans la consommation, j'avais plus rien, j'étais incapable de réfléchir. Incapable, j'étais obsédé, omnibulé par la recherche d'argent et de consommation de produits. Aujourd'hui, je suis pleine de projets, pleine d'amour, je suis vie, euh, je suis espoir. Et c'est, enfin voilà, et c'est merveilleux. Et tout ça, grâce à Jean-Paul, grâce à l'EDVO, donc bien évidemment que je vais continuer à faire des appels aux dons parce que on mérite ça, qu'on a passé tellement d'années en souffrance, sans savoir qu'on pouvait être heureux et vivre heureux et clean. Et Jean-Paul nous a offert ça. Moi, Jean-Paul m'a mis sur un plateau, le DVO, c'est-à-dire que sur un plateau, il m'a offert la vie et l'espoir. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà, donc ce que je peux dire. Alors je vais remercier également Guillaume pour avoir vraiment, pour le temps qu'il a eu, qu'il a passé avec nous, avec moi, et puis pour tout son investissement et sa foi en nous aussi, parce qu'il est toujours là et qu'il se bat avec nous pour obtenir des dons. Il était venu nous voir à l'EDVO, il avait été touché par, je sais qu'il était touché par des récits de vie qu'il a entendus, puis des échanges qu'il avait eus avec des résidents, des dépendants de l'EDVO, et c'est vrai qu'il s'était engagé à nous aider, et voilà, et aujourd'hui il est encore là, et grâce à lui, voilà, vous allez pouvoir écouter ce message qui fait suite au message de Jean-Paul, à l'interview de Jean-Paul, et au témoignage
d'un autre Guillaume, mais cette fois-ci résident justement sur les salles de shoot. Voilà, donc vous avez voilà, un beau témoignage qui j'espère nous permettra de récupérer beaucoup d'argent pour le DVO, juste pour le DVO, pour sauver encore d'autres vies.